Dès les premières heures de cette journée décisive, l'Institut Auguste Armand semble baigné dans une atmosphère à la fois familière et étrangement oppressante, comme si, derrière l'agitation habituelle des examens, une menace invisible s'était déjà infiltrée dans les murs sans encore être pleinement identifiée. Les élèves circulent dans les couloirs avec leurs fiches en main, certains concentrés, d'autres fébriles, tous absorbés par l'enjeu de leurs épreuves, tandis que les cuisines s'animent progressivement sous le rythme des préparations et des gestes techniques répétés avec précision. Pourtant, au cœur de cette mécanique bien rodée, un déséquilibre s'est installé, discret mais profond, prêt à éclater au grand jour. Dans une pièce isolée, Marc Leroy se tient immobile, plongé dans une réflexion dont la gravité se lit immédiatement sur son visage fermé. Ce qu'il vient de découvrir ne laisse place à aucune interprétation rassurante, et plus il tente de reconstruire les faits, plus une évidence s'impose à lui avec une brutalité froide. La tente hypoxique n'a pas simplement subi une défaillance technique, elle a été volontairement endommagée. Le câble sectionné, la précision du geste, l'absence de hasard dans l'acte. Tout indique une intervention humaine délibérée. Cette conclusion transforme instantanément la nature de l'incident. Ce qui aurait pu être perçu comme un accident devient une menace concrète, et, derrière cette menace, une intention qu'il devient impossible d'ignorer. Marc ne prend pas le temps de douter plus longtemps. Conscient de la portée de ce qu'il s'apprête à révéler, il se dirige directement vers le bureau de Emmanuel Tessier, déterminé à exposer la situation sans détour. Lorsque la vérité est énoncée, l'effet est immédiat. Le mot « sabotage » tombe avec une netteté qui ne laisse aucune place à l'ambiguïté, et le silence qui suit en dit long sur la gravité de la situation. Clotilde Armand, présente à cet instant, peine à masquer sa stupeur, car derrière cette annonce se profile une réalité bien plus inquiétante qu'un simple incident matériel. Un sabotage suppose une cible, et donc une volonté de nuire, voire pire. Très vite, les regards se croisent, et sans qu'aucun mot ne soit nécessaire, une hypothèse s'impose progressivement, lourde de conséquences. Quelqu'un a pu chercher à atteindre Rose Latour. Cette idée, encore informelle, s'insinue dans l'esprit de Marc avec une force croissante, alimentée par le contexte et les circonstances. La présence de Rose lors de l'utilisation de la tente, le timing de l'incident, la nature même de la manipulation. Tout converge vers une conclusion que personne n'ose encore formuler ouvertement, mais que tous commencent à redouter. Face à l'urgence, Emmanuel Tessier adopte immédiatement une posture stratégique, conscient qu'une telle information, si elle venait à se répandre, pourrait provoquer un chaos incontrôlable en pleine période d'examen. Il devient impératif d'agir avec discrétion, de comprendre avant d'alerter, et surtout de ne pas laisser la panique s'installer au sein de l'Institut. C'est dans cette logique que Marc propose de consulter les images de vidéosurveillance, une démarche qui permettrait d'identifier le responsable sans éveiller les soupçons. Jeanne est alors sollicitée pour accéder au système de sécurité, son expertise garantissant une intervention rapide et silencieuse. Ensemble, ils se dirigent vers la salle de contrôle, conscients que ce qu'ils s'apprêtent à découvrir pourrait bouleverser l'équilibre de toute la communauté. Pendant ce temps, ailleurs dans l'Institut, la vie continue selon son cours apparent, comme si rien n'avait encore fissuré la surface de normalité. Rose Latour, malgré les mises en garde de Marc, se prépare à passer son épreuve avec une détermination intacte. Refuser de participer reviendrait, à ses yeux, à céder à la peur, et elle n'est pas prête à abandonner ce combat, même si le danger, encore flou, plane autour d'elle. Sa posture traduit une volonté de contrôle, presque une manière de reprendre le pouvoir face à une situation qu'elle ne maîtrise pas totalement. À ses côtés, Jim Leroy tente de la raisonner, partagé entre inquiétude et impuissance, mais ses arguments ne suffisent pas à infléchir la décision de Rose, dont la détermination semble désormais irrévocable. Cette tension discrète s'ajoute à un climat déjà chargé, où chaque interaction semble porter une intensité inhabituelle. Dans un autre espace, Colline Morel exprime son irritation face au comportement de Ferdinand Castelmont, qui s'est montré distant et peu impliqué durant les révisions du week-end. Ce manque de coopération la déstabilise, d'autant plus que les enjeux des examens exigent une cohésion sans faille. Pourtant, derrière cette frustration, une impression plus diffuse s'installe. Ferdinand semble ailleurs, comme s'il portait un poids que les autres ne perçoivent pas encore, un décalage qui, à cet instant, reste inexpliqué mais qui ne tardera pas à prendre une dimension bien plus inquiétante. Dans les cuisines, la présence de Anne-Sophie Pic apporte une parenthèse presque irréelle au milieu de cette tension croissante. La précision de ses gestes, la fluidité de ses mouvements, la manière dont elle transmet son savoir captive les élèves, offrant un moment de concentration pure où seul compte la beauté du geste culinaire.
Rose Latour elle-même se laisse absorber par cette démonstration, observant avec fascination les mains de la chef, dont les mouvements semblent raconter une histoire silencieuse, faite de maîtrise et de passion. Ce contraste entre la sérénité apparente de cet instant et la gravité de ce qui se joue en parallèle renforce le malaise latent qui s'installe progressivement. Tandis que certains apprennent et admirent, d'autres s'approchent d'une vérité bien plus sombre. Dans la salle de vidéosurveillance, le temps semble suspendu. Les images défilent lentement, chaque détail étant scruté avec une attention extrême. Marc Leroy, Emmanuel Tessier et Jeanne observent en silence, conscients que la moindre information peut faire basculer leur compréhension de l'événement. C'est finalement un élément en apparence secondaire qui attire leur attention, une silhouette, un déplacement précis, un geste rapide, exécuté sans hésitation. Cette assurance dans le mouvement exclut l'idée d'un acte impulsif ou maladroit. Celui qui agit sait exactement ce qu'il fait, et cela rend la situation encore plus inquiétante. Puis viennent les chaussures. Ce détail, presque insignifiant au premier regard, devient progressivement central. Marc fait répéter la séquence, cherchant à confirmer ce qu'il croit reconnaître. À mesure que les images défilent, l'évidence s'impose avec une force implacable. Ce modèle, cette forme, cette manière de se déplacer, tout correspond. Dans l'esprit de Marc, le visage de Ferdinand Castelmont apparaît avec une clarté brutale. L'hypothèse qu'il redoutait prend forme, et avec elle, une colère froide commence à émerger, alimentée par la gravité de l'acte et ses conséquences potentielles. Aucun mot n'est nécessaire entre les trois adultes présents. Le silence suffit à traduire leur compréhension commune. Si cette identification se confirme, alors ils ne sont plus face à un simple conflit entre élèves ou à une erreur de jugement. Ils sont confrontés à un acte volontaire qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques. Pendant ce temps, Ferdinand rejoint le groupe pour l'annonce des résultats, adoptant une attitude difficile à décrypter. Ni totalement serein, ni véritablement inquiet, il semble évoluer dans une forme de détachement qui contraste avec la tension ambiante. Lorsque le verdict tombe, confirmant un score de 16/20 pour l'équipe formée avec Rose Latour et Colline Morel, une satisfaction mesurée traverse le trio, renforcée par l'évaluation positive de leur assiette, décrite comme puissante et audacieuse. Ce succès, pourtant, ne parvient pas à dissiper l'ombre qui commence à s'étendre autour d'eux. Car au même moment, la vérité progresse inexorablement vers la surface, prête à éclater dans un contexte où personne n'est réellement préparé à l'affronter. Lorsque Marc Leroy entre finalement dans la pièce aux côtés de Emmanuel Tessier, l'atmosphère change instantanément. Leur présence impose un silence lourd, chargé d'une tension palpable. Le regard de Marc se pose immédiatement sur Ferdinand, et cette simple fixation suffit à faire comprendre que quelque chose de grave est sur le point d'être révélé. Dans cet instant suspendu, où chaque seconde semble s'étirer sous le poids de l'attente, la confrontation devient inévitable. Et avec elle, la certitude que ce qui va suivre ne laissera personne indemne. À ce moment-là, le silence qui s'abat dans la pièce n'a rien d'ordinaire, car il ne s'agit pas simplement d'une pause entre deux annonces ou d'un flottement après des résultats d'examen, mais bien d'un vide chargé d'une tension si dense qu'elle semble suspendre les respirations elles-mêmes. La présence conjointe de Marc Leroy et de Emmanuel Tessier suffit à transformer l'atmosphère, imposant une gravité immédiate qui contraste brutalement avec la satisfaction encore récente du trio ayant obtenu une excellente note. Le regard de Marc, fixe et sans détour, ne quitte pas Ferdinand Castelmont, et dans cette intensité silencieuse se joue déjà une accusation avant même que les mots ne soient prononcés. Il ne s'agit plus d'un soupçon diffus ou d'une inquiétude mal formulée, mais d'une certitude qui s'est construite progressivement, image après image, jusqu'à devenir impossible à ignorer. La manière dont Ferdinand se tient, légèrement en retrait, comme s'il cherchait à se fondre dans le décor sans vraiment y parvenir, ne fait qu'accentuer ce malaise. Lorsque Marc finit par prendre la parole, ce n'est pas pour poser une question ni pour ouvrir un dialogue, mais pour confronter directement une réalité qu'il considère désormais comme évidente. Le ton est maîtrisé, mais chargé d'une colère contenue, une colère qui ne naît pas seulement de l'acte lui-même, mais de ce qu'il aurait pu provoquer. Derrière chaque mot, il y a l'image de Rose Latour en danger, une image qui refuse de quitter son esprit et qui alimente sa détermination. La réaction de Ferdinand, immédiate mais désordonnée, trahit une tension intérieure difficile à dissimuler. Son regard vacille, ses réponses manquent de cohérence, et même s'il tente de maintenir une apparence de contrôle, quelque chose dans son attitude laisse apparaître une faille. Pourtant, cette faille n'est pas immédiatement interprétée comme un aveu, car elle peut tout autant être le signe d'un choc, d'une incompréhension face à une accusation aussi grave.
Autour d'eux, Rose Latour et Colline Morel restent figées, comme si le sol venait de se dérober sous leurs pieds. Quelques minutes plus tôt, elles partageaient encore la satisfaction d'un travail accompli, porté par l'évaluation positive d'Anne-Sophie Pic, et voilà que cette réussite se retrouve soudain éclipsée par une accusation qui dépasse tout ce qu'elles auraient pu imaginer. Pour Rose, le choc est d'autant plus violent qu'elle se retrouve au centre de cette affaire sans l'avoir anticipé. L'idée qu'elle ait pu être la cible d'un acte malveillant s'impose à elle avec une brutalité progressive, comme une vague qui monte lentement avant de submerger tout ce qu'elle croyait stable. Elle repense aux avertissements de Marc, à son insistance à vouloir la protéger, et réalise que ce qu'elle avait perçu comme une inquiétude excessive reposait peut-être sur une intuition bien plus lucide qu'elle ne l'avait admis. Dans le même temps, Colline observe Ferdinand avec un mélange de colère et de confusion. Le comportement distant qu'elle lui reprochait quelques heures plus tôt prend soudain une signification différente, comme si chaque détail de son attitude devait désormais être réinterprété à la lumière de cette accusation. Pourtant, malgré la cohérence apparente des éléments présentés, une part d'elle hésite à accepter une conclusion aussi radicale, comme si quelque chose, encore invisible, venait perturber la logique de l'ensemble. Emmanuel Tessier, de son côté, adopte une posture plus mesurée, refusant de céder à une réaction impulsive malgré la gravité de la situation. Son expérience lui impose une prudence stratégique, car il sait que dans un environnement aussi exposé que l'Institut, une accusation mal gérée peut provoquer des conséquences irréversibles. Il observe Ferdinand avec attention, cherchant à distinguer ce qui relève de la culpabilité réelle et ce qui pourrait n'être qu'une réaction de panique face à une pression extrême. C'est dans cette tension extrême que la question de la preuve devient centrale. Les images de vidéosurveillance, bien que troublantes, ne constituent pas une démonstration absolue, et Tessier en est pleinement conscient. Le détail des chaussures, aussi précis soit-il, ne suffit pas à établir une vérité incontestable, et cette nuance introduit une zone d'incertitude qui empêche la situation de basculer immédiatement vers une conclusion définitive. Cependant, pour Marc, cette incertitude ne fait que renforcer sa frustration. Il voit dans les images une cohérence qui lui semble évidente, et le fait de ne pas pouvoir agir immédiatement à la hauteur de cette conviction lui est presque insupportable. Son regard ne quitte pas Ferdinand, comme s'il cherchait à provoquer une réaction, un aveu, ou au moins une fissure suffisamment visible pour justifier une décision plus radicale. Pendant ce temps, la rumeur commence à circuler de manière diffuse dans les couloirs, sans que personne ne dispose encore d'informations précises. Les regards se croisent, les chuchotements s'échangent, et une inquiétude collective commence à émerger, alimentée par l'intuition que quelque chose de grave est en train de se produire. L'équilibre fragile de l'Institut, déjà mis à l'épreuve par la pression des examens, se retrouve menacé par une tension nouvelle, plus insidieuse, plus difficile à contenir. Dans un autre espace, Anaïs Grimbert poursuit ses essais culinaires avec une concentration qui contraste avec l'agitation ambiante. Elle propose ses créations à Anouk Revero, cherchant un retour précis, technique, presque rassurant dans sa rigueur. Mais l'arrivée inattendue de Hector Jourdain vient perturber cet équilibre fragile, réactivant une tension personnelle que ni l'un ni l'autre n'a réellement résolue. L'accueil glacial qu'Anouk réserve à Hector révèle une blessure encore vive, une incompréhension qui ne trouve pas d'issue. Leur échange, marqué par une distance émotionnelle palpable, contraste avec la proximité qu'ils semblaient partager auparavant, et cette rupture ajoute une couche supplémentaire à la complexité de la journée. Mehdi Mabsout et Denis, témoins de cette situation, tentent d'intervenir, persuadés qu'un malentendu alimente cette froideur, mais leurs efforts peinent à produire un effet immédiat. Pendant ce temps, l'affaire principale continue de se développer en arrière-plan, gagnant en intensité à mesure que les éléments s'accumulent. La confrontation initiale entre Marc et Ferdinand n'a pas permis d'apporter une réponse claire, mais elle a suffi à installer un doute profond, un doute qui ne peut plus être ignoré ni facilement dissipé. C'est alors que la réalité commence à s'imposer avec une force nouvelle. Si Ferdinand est réellement impliqué, les conséquences dépasseront largement le cadre de l'Institut. Il ne s'agira plus seulement d'une faute disciplinaire, mais d'un acte aux implications potentiellement judiciaires, une perspective qui transforme chaque décision en enjeu critique. Dans ce contexte, chaque regard, chaque silence, chaque hésitation prend une signification nouvelle. L'Institut, autrefois centré sur la transmission du savoir et la passion de la cuisine, devient le théâtre d'une enquête où la vérité se construit lentement, fragment après fragment, sous le poids des émotions et des intérêts contradictoires. Et tandis que chacun tente de comprendre ce qui est réellement en train de se jouer, une question demeure en suspens, plus inquiétante encore que toutes les accusations.
Si Ferdinand n'est pas coupable, alors qui, parmi eux, pourrait être capable d'un tel acte? Dans le même temps, alors que l'accusation portée contre Ferdinand Castelmont continue de produire ses effets comme une onde de choc silencieuse, l'équilibre déjà fragile de l'Institut commence à se fissurer de manière plus visible, laissant apparaître des tensions qui dépassent largement le cadre de l'incident initial. Ce qui n'était encore, quelques instants auparavant, qu'une confrontation ponctuelle devient progressivement une situation complexe, où chaque individu se trouve contraint de réévaluer sa position, ses certitudes et même ses relations avec les autres. Marc Leroy, en particulier, ne parvient pas à apaiser la colère froide qui s'est installée en lui depuis la découverte du sabotage. Son esprit revient sans cesse aux images de la vidéosurveillance, à ce geste précis, à cette silhouette dont il est désormais convaincu qu'elle correspond à Ferdinand, et plus il repasse mentalement ces éléments, plus il ressent une frustration croissante face à l'impossibilité d'agir immédiatement de manière définitive. Pour lui, chaque minute qui passe sans décision claire représente un risque supplémentaire, comme si la menace n'était pas encore totalement écartée. À l'inverse, Emmanuel Tessier s'efforce de maintenir une distance analytique, conscient que la situation exige plus de rigueur que d'impulsivité. Son expérience lui dicte de ne pas confondre intuition et preuve, et même si les éléments réunis semblent converger vers une même conclusion, il refuse de s'engager sans disposer d'une certitude absolue. Cette retenue, bien que justifiée, entre en conflit direct avec l'état d'esprit de Marc, créant entre les deux hommes une tension supplémentaire qui vient se superposer à celle déjà présente dans l'affaire. Pendant ce temps, Rose Latour se retrouve confrontée à une réalité qu'elle n'avait jamais envisagée sous cet angle. L'idée d'avoir pu être la cible d'un acte aussi grave s'impose à elle de manière progressive, presque insidieuse, transformant son regard sur les événements récents. Chaque détail prend une nouvelle signification, chaque interaction passée semble désormais contenir un indice qu'elle n'avait pas su voir. Cette prise de conscience ne provoque pas une réaction immédiate de panique, mais plutôt un trouble profond, une sorte de décalage entre ce qu'elle pensait vivre et ce qui s'est réellement produit. Sa relation avec Ferdinand, en particulier, devient soudain difficile à interpréter. Les moments partagés pendant les épreuves, les échanges parfois tendus mais jamais réellement inquiétants, tout cela entre en contradiction avec l'image qui se dessine désormais. Elle se surprend à chercher dans ses souvenirs un signe, un comportement, une attitude qui aurait pu annoncer une telle dérive, mais ne trouve rien de suffisamment clair pour confirmer cette hypothèse. Cette absence de cohérence renforce son malaise, car elle l'oblige à envisager deux possibilités également troublantes, soit Ferdinand a su dissimuler une part de lui-même jusqu'à présent, soit il est accusé à tort. Colline Morel, de son côté, vit une évolution similaire, mais avec une intensité différente. Sa première réaction, marquée par la colère et l'incompréhension, laisse progressivement place à une réflexion plus nuancée. Elle repense au week-end, à l'absence de Ferdinand, à son manque d'implication apparent, et tente de relier ces éléments à ce qui vient de se produire. Pourtant, malgré ces indices, quelque chose continue de lui échapper, comme si une pièce essentielle du puzzle restait hors de portée. Ce doute, bien que discret, prend une importance croissante, car il introduit une faille dans la logique de l'accusation. Si Ferdinand est coupable, alors son comportement récent doit pouvoir s'expliquer par une intention cohérente, une motivation identifiable. Or, pour l'instant, rien ne permet de comprendre ce qui aurait pu le pousser à agir de cette manière, et cette absence de mobile devient un élément perturbateur, capable de remettre en question l'ensemble de l'hypothèse. Dans un autre registre, la situation entre Hector Jourdain et Anouk Revero continue de se tendre, illustrant à une échelle plus intime les difficultés de communication et les malentendus qui traversent l'ensemble de l'Institut. Le retour d'Hector, censé marquer un rapprochement, semble au contraire raviver une distance que ni l'un ni l'autre ne parvient à combler. Leurs interactions, marquées par une froideur inhabituelle, témoignent d'un déséquilibre émotionnel qui, bien que distinct de l'affaire principale, participe à l'atmosphère générale de tension. Mehdi Mabsout et Denis, observateurs attentifs de cette dynamique, tentent d'intervenir en apportant leur propre lecture de la situation, persuadés qu'un malentendu alimente cette rupture. Leur démarche, bien que sincère, se heurte cependant à la complexité des émotions en jeu, et leurs tentatives de médiation ne suffisent pas à rétablir un équilibre immédiat. Cette incapacité à résoudre un conflit pourtant identifiable fait écho, de manière indirecte, à l'enquête en cours, où la compréhension des faits se heurte elle aussi à des zones d'ombre persistantes. Pendant ce temps, dans les couloirs et les espaces communs, la rumeur prend de l'ampleur, alimentée par des fragments d'informations et des interprétations approximatives.
Les élèves, bien qu'ignorant les détails précis de l'affaire, perçoivent clairement que quelque chose d'anormal est en train de se produire, et cette perception suffit à modifier leur comportement. Les discussions deviennent plus prudentes, les regards plus insistants, et une forme de méfiance diffuse commence à s'installer, fragilisant les liens qui unissaient jusque-là les différentes promotions. Dans ce contexte, la position de Ferdinand Castelmont devient de plus en plus délicate. Même en l'absence de preuves définitives, le simple fait d'être associé à une accusation aussi grave suffit à l'isoler progressivement, créant autour de lui une distance que personne n'ose vraiment franchir. Son attitude, déjà difficile à interpréter, devient un élément supplémentaire de suspicion, car chaque geste, chaque regard, chaque silence est désormais analysé à travers le prisme de la culpabilité potentielle. Pourtant, au cœur de cette dynamique, une question persiste, plus dérangeante encore que les accusations elles-mêmes. Si Ferdinand est effectivement responsable, comment a-t-il pu franchir une telle limite sans laisser de traces plus évidentes? Et à l'inverse, s'il ne l'est pas, comment expliquer la précision troublante des indices qui semblent l'accuser? Cette incertitude, loin de s'atténuer, s'intensifie à mesure que les éléments s'accumulent, transformant l'enquête en un véritable labyrinthe où chaque réponse semble ouvrir de nouvelles interrogations. Marc Leroy lui-même, malgré sa conviction initiale, commence à ressentir le poids de cette complexité, comme si la vérité qu'il croyait saisir lui échappait progressivement. Et tandis que l'Institut s'enfonce dans cette spirale de doute et de tension, une autre réalité commence à émerger, plus inquiétante encore. L'acte de sabotage, quel qu'en soit l'auteur, n'est peut-être pas un événement isolé, mais le signe d'un déséquilibre plus profond, d'une faille dans le système qui pourrait se manifester à nouveau. Dans cette perspective, l'enjeu dépasse désormais la simple identification d'un coupable. Il s'agit de comprendre ce qui, au sein même de cet environnement censé être maîtrisé, a pu permettre qu'un tel acte se produise. Et tant que cette question restera sans réponse, aucune conclusion ne pourra réellement apaiser les tensions qui continuent de grandir, silencieusement mais inexorablement. À mesure que les heures passent, l'atmosphère au sein de l'Institut Auguste Armand se densifie, comme si chaque espace, chaque couloir, chaque cuisine absorbait peu à peu les tensions accumulées depuis la révélation du sabotage, transformant un lieu d'apprentissage en un environnement chargé d'une méfiance diffuse où plus personne ne se sent totalement à l'abri du regard des autres. Ce glissement progressif, presque imperceptible au départ, finit par modifier profondément les interactions, donnant à chaque échange une intensité nouvelle, souvent silencieuse mais toujours perceptible. Dans ce contexte, Ferdinand Castelmont se retrouve au centre d'une pression qui ne cesse de croître, non seulement en raison de l'accusation portée contre lui, mais aussi à cause de l'isolement progressif qui en découle. Là où, quelques heures auparavant, il évoluait encore comme un élève parmi d'autres, il devient désormais une figure observée, analysée, presque disséquée par les regards qui se posent sur lui. Cette transformation de statut ne repose pas sur une décision officielle, mais sur un mécanisme collectif, presque instinctif, qui pousse chacun à prendre ses distances face à une situation qu'il ne comprend pas entièrement. Son comportement, déjà difficile à interpréter, devient encore plus ambigu sous cette pression. Chaque silence est perçu comme une dissimulation possible, chaque hésitation comme un aveu latent, et même ses tentatives de normalité semblent désormais artificielles, comme si elles venaient confirmer une culpabilité que personne n'a encore formellement établie. Cette lecture biaisée de ses actions contribue à renforcer l'étau qui se referme autour de lui, transformant la moindre interaction en un terrain miné. Dans le même temps, Marc Leroy continue de porter cette affaire comme un fardeau personnel, incapable de se détacher de l'idée que l'acte de sabotage aurait pu avoir des conséquences irréversibles. Son implication dépasse largement le cadre de ses fonctions, car il ne s'agit plus seulement d'un incident à gérer, mais d'une responsabilité morale qu'il ressent avec une intensité croissante. L'image de Rose Latour en danger ne cesse de revenir hanter ses pensées, alimentant une détermination qui frôle parfois l'obsession. Cependant, cette implication se heurte de plus en plus à la prudence stratégique de Emmanuel Tessier, dont la position reste inchangée malgré la montée des tensions. Pour lui, l'absence de preuves irréfutables constitue une limite qu'il refuse de franchir, car il sait que toute décision précipitée pourrait compromettre non seulement l'enquête, mais aussi la crédibilité de l'Institut. Cette divergence d'approche, bien que jamais exprimée de manière frontale, crée une tension latente entre les deux hommes, chacun étant convaincu d'agir dans l'intérêt général tout en suivant une logique différente. Pendant ce temps, Rose Latour tente de maintenir une apparence de normalité, mais cette façade devient de plus en plus difficile à soutenir à mesure que les implications de la situation s'imposent à elle.
La possibilité d'avoir été la cible d'un acte volontaire continue de la troubler, non pas seulement en raison du danger encouru, mais parce qu'elle remet en question sa perception des relations qui l'entourent. L'idée que quelqu'un, au sein même de l'Institut, ait pu vouloir lui nuire introduit une fracture profonde dans son sentiment de sécurité. Ce trouble se manifeste de manière subtile, dans des gestes retenus, dans des regards qui s'attardent un peu plus longtemps que d'habitude, dans une vigilance accrue qui trahit une inquiétude qu'elle s'efforce pourtant de contenir. Elle observe Ferdinand avec une attention nouvelle, cherchant à comprendre ce qui, dans son comportement, pourrait confirmer ou infirmer les accusations portées contre lui, mais cette observation ne lui apporte aucune réponse claire, seulement une accumulation de détails contradictoires. Colline Morel, de son côté, se trouve prise dans un conflit intérieur de plus en plus marqué, oscillant entre sa rationalité et son intuition. Les éléments présentés contre Ferdinand semblent suffisamment solides pour justifier une suspicion, mais l'absence de mobile identifiable continue de poser problème, créant un déséquilibre dans son raisonnement. Elle ne peut s'empêcher de revenir à cette question fondamentale. Pourquoi aurait-il fait cela? Cette interrogation, loin d'être anodine, devient centrale, car elle met en lumière une faille dans l'accusation. Un acte aussi grave, aussi précis, suppose une intention forte, une motivation claire, et tant que cette motivation reste inconnue, l'hypothèse de la culpabilité ne peut être considérée comme totalement satisfaisante. Cette réflexion, bien que discrète, introduit un doute qui pourrait, à terme, remettre en question l'ensemble de l'enquête. Dans un autre registre, la situation entre Hector Jourdain et Anouk Revero continue d'évoluer dans une direction incertaine, illustrant à une échelle plus intime les difficultés de communication qui traversent l'ensemble de l'Institut. Leur incapacité à se comprendre, malgré les tentatives d'intervention de Mehdi Mabsout et de Denis, reflète une dynamique plus large où les non-dits et les malentendus prennent progressivement le dessus sur les intentions initiales. Ce parallèle, bien que secondaire en apparence, renforce l'idée que les tensions présentes ne sont pas uniquement liées à l'incident du sabotage, mais s'inscrivent dans un contexte plus global où les relations, qu'elles soient professionnelles ou personnelles, sont mises à l'épreuve. L'Institut, loin d'être un espace homogène, apparaît alors comme un ensemble de trajectoires individuelles qui se croisent, se confrontent et parfois se heurtent. Pendant ce temps, la pression continue de monter autour de Ferdinand, dont la position devient de plus en plus difficile à soutenir. Même en l'absence de décision officielle, l'isolement social qu'il subit agit comme une forme de sanction implicite, renforçant le sentiment qu'un point de non-retour a été atteint. Cette situation, en elle-même, pose une question éthique importante. Peut-on considérer quelqu'un comme coupable avant même d'avoir établi les faits de manière incontestable? Pour Emmanuel Tessier, cette question est essentielle, car elle conditionne la manière dont l'Institut doit réagir. Il sait que la gestion de cette crise ne repose pas seulement sur l'identification d'un responsable, mais aussi sur la capacité à préserver un cadre juste, où les décisions ne sont pas dictées par l'émotion ou la pression collective. Cette exigence, bien que difficile à maintenir dans un contexte aussi tendu, constitue pour lui une ligne de conduite incontournable. Cependant, cette approche rigoureuse se heurte à une réalité plus complexe, où les émotions jouent un rôle déterminant. Marc Leroy, en particulier, peine à contenir son impatience, car chaque élément qu'il a observé renforce sa conviction initiale. Cette conviction, bien que fondée sur des indices tangibles, reste néanmoins partielle, et c'est précisément cette incomplétude qui rend la situation si instable. À mesure que la journée avance, une impression de basculement se fait sentir, comme si l'Institut se rapprochait progressivement d'un point critique où une décision devra être prise, qu'elle soit juste ou non. Cette perspective, encore floue, agit comme une pression supplémentaire sur l'ensemble des protagonistes, chacun étant désormais conscient que la situation ne pourra pas rester indéfiniment en suspens. Et dans ce climat chargé d'incertitude, une idée commence à émerger, d'abord timidement, puis avec une insistance croissante, et si la vérité n'était pas aussi évidente qu'elle en a l'air? Si les indices qui accusent Ferdinand ne constituaient qu'une partie d'un ensemble plus complexe, voire une illusion construite pour orienter l'enquête dans une direction précise? Cette hypothèse, encore fragile, ouvre la voie à une possibilité bien plus inquiétante, car elle implique que le véritable responsable pourrait être quelqu'un d'autre, quelqu'un capable non seulement d'agir dans l'ombre, mais aussi de manipuler les apparences pour détourner les soupçons. Dans cette perspective, l'affaire du sabotage cesse d'être une simple question de culpabilité individuelle pour devenir un jeu de dissimulation, où la vérité pourrait se trouver là où personne ne pense à regarder. À ce moment-là, alors que l'ensemble de l'Institut semble suspendu à une vérité qui tarde à émerger pleinement,
une forme de basculement devient inévitable, comme si toutes les tensions accumulées depuis la découverte du sabotage convergeaient désormais vers un point de rupture où chacun sera contraint de faire face, non seulement aux faits, mais aussi à ses propres certitudes. Marc Leroy, dont la détermination n'a cessé de croître au fil des événements, atteint un seuil où la retenue devient presque impossible à maintenir. Pour lui, l'enchaînement des indices, la cohérence apparente des images de vidéosurveillance et l'attitude ambiguë de Ferdinand Castelmont forment un ensemble suffisamment solide pour justifier une prise de position claire. Cette conviction, alimentée par la peur rétrospective de ce qui aurait pu arriver à Rose Latour, transforme son rôle d'observateur en celui d'accusateur, prêt à assumer les conséquences d'une confrontation directe. Face à lui, Emmanuel Tessier continue de défendre une approche plus structurée, tentant de contenir l'élan de Marc sans pour autant nier la gravité de la situation. Cette position, bien que cohérente sur le plan institutionnel, devient de plus en plus difficile à maintenir à mesure que la pression collective s'intensifie, car l'attente d'une réponse claire se fait désormais sentir à tous les niveaux de l'Institut. C'est dans ce contexte que la confrontation prend une dimension définitive. Devant plusieurs témoins, dans un espace où chacun perçoit que l'instant est décisif, Marc ne se contente plus de suggérer ou de questionner, mais formule une accusation explicite, mettant en cause Ferdinand avec une violence contenue qui traduit autant sa colère que son inquiétude. Cette prise de parole agit comme un déclencheur, libérant une tension qui n'attendait qu'un point d'ancrage pour éclater. La réaction de Ferdinand Castelmont, confronté directement à cette accusation, révèle une fragilité qu'il ne parvient plus à masquer. Son regard, son silence, ses hésitations composent un tableau ambigu, où la panique semble réelle sans pour autant constituer une preuve de culpabilité. Cette ambiguïté, loin d'apaiser la situation, ne fait que l'intensifier, car elle laisse chacun libre d'interpréter ses réactions selon ses propres convictions. Pour Rose Latour, cet instant marque un point de rupture émotionnelle. Jusqu'alors partagée entre le doute et la rationalité, elle se retrouve confrontée à une réalité brute, où la personne avec laquelle elle a travaillé, échangé, peut potentiellement être celle qui a mis sa vie en danger. Cette confrontation ne provoque pas une réaction immédiate de rejet, mais plutôt un choc profond, une suspension intérieure où les émotions peinent à trouver une forme claire. Colline Morel, témoin direct de la scène, ressent quant à elle un conflit intérieur encore plus marqué. L'accusation de Marc résonne avec les éléments qu'elle a elle-même observés, mais son intuition continue de résister à une conclusion aussi définitive. Cette dualité, entre logique et ressenti, devient presque insupportable, car elle l'oblige à envisager simultanément deux vérités incompatibles. Dans ce climat, la position de Emmanuel Tessier devient cruciale. Conscient que chaque mot, chaque décision peut influencer le cours de l'enquête, il choisit de maintenir une ligne de conduite rigoureuse, refusant de transformer une accumulation d'indices en verdict précipité. Cette posture, bien que frustrante pour certains, constitue un dernier rempart contre une dérive émotionnelle qui pourrait compromettre toute possibilité de comprendre réellement ce qui s'est produit. Cependant, malgré cette volonté de contrôle, une réalité s'impose progressivement. L'équilibre de l'Institut est déjà profondément affecté. La confiance, élément essentiel au fonctionnement de cet environnement, est fragilisée, et même les relations les plus solides semblent désormais exposées à une forme de doute latent. Dans les couloirs, les regards changent, les conversations se font plus prudentes, et une distance nouvelle s'installe entre les élèves, comme si chacun cherchait à se protéger d'une menace dont il ne maîtrise pas encore les contours. Cette transformation, bien que subtile, témoigne de l'impact réel de l'événement, qui dépasse largement le cadre de l'incident initial pour toucher à la structure même de la communauté. Pendant ce temps, en parallèle de cette crise, les tensions personnelles continuent de se développer, notamment entre Hector Jourdain et Anouk Revero, dont la relation reste marquée par une incompréhension persistante. Leur incapacité à se rapprocher, malgré les tentatives d'intervention de Mehdi Mabsout et de Denis, reflète une dynamique plus large où les émotions non exprimées finissent par créer des ruptures difficiles à réparer. Ce parallèle, loin d'être anodin, renforce l'idée que les conflits présents ne sont pas uniquement liés à un événement isolé, mais s'inscrivent dans un contexte plus global où les relations, qu'elles soient professionnelles ou personnelles, sont soumises à une pression croissante. À mesure que la journée touche à sa fin, une impression persistante demeure, comme une question laissée en suspens malgré l'intensité des échanges. La vérité est-elle réellement en train d'émerger, ou bien ne fait-on qu'effleurer une réalité plus complexe, dissimulée derrière des apparences trompeuses ? Car si les indices semblent désigner Ferdinand Castelmont, l'absence de mobile clair et la nature même des éléments recueillis laissent ouverte la possibilité d'une autre lecture, plus inquiétante encore. L'idée qu'une manipulation soit à l'œuvre,
qu'un individu ait pu orchestrer cette situation en orientant les soupçons vers une cible précise, commence à prendre forme, transformant l'enquête en un terrain d'incertitude où chaque conclusion doit être remise en question. Dans cette perspective, la confrontation qui vient d'avoir lieu ne constitue peut-être pas une résolution, mais plutôt le début d'une nouvelle phase, où les certitudes devront être déconstruites pour laisser place à une compréhension plus profonde. Et tandis que chacun tente de retrouver un semblant de normalité, une chose reste certaine, ce qui s'est produit ne disparaîtra pas sans laisser de traces, et les conséquences de cet événement continueront de se faire sentir bien au-delà de cette journée. Car à l'Institut Auguste Armand, là où tout commence, certaines vérités, une fois révélées, ne peuvent plus être ignorées, et certaines fractures, même invisibles, mettent longtemps à se refermer.